RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Avignon. Je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Cervantes. Jean-Pierre Cervantes, vous avez 62 ans, vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Vous avez été élu conseiller municipal écologiste d'Avignon en 2014 sur la liste du maire sortant actuel, liste que vous aviez intégrée d'ailleurs dès le premier tour, et maire sortant dont vous êtes aujourd'hui un opposant. Vous présentez pour les municipales 2020 à Avignon une liste écologique, sociale et solidaire. À tout de suite. Bonjour Jean-Pierre Cervantes. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci, c'est un plaisir pour nous aussi de vous accueillir dans nos studios. Alors pourquoi avez-vous été ostracisé, voire viré de la majorité municipale alors que vous étiez adjoint au maire en charge de la ville en transition et de la circulation ? Eh bien, en fait, moi, je souhaitais continuer à travailler avec le maire puisqu'on avait un accord programmatique et un accord politique. Et il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'on puisse m'évincer de ce poste-là puisqu'il était convenu qu'on puisse avoir la liberté d'expression. Donc moi j'ai été fidèle au maire puisqu'en fait j'ai même signé en tant qu'adjoint à la circulation l'arrêt de la circulation pour qu'on puisse abattre les arbres. Par contre j'ai exprimé mon opinion. Le litige venait de l'abattage des platanes cours Jean Jaurès, c'est ça ? Exactement. D'accord. Donc le maire a décidé d'abattre un certain nombre d'arbres au motif que ces arbres étaient chancrés et c'est tout à fait légitime, c'est même une obligation, quand il y a un arbre chancré il faut l'abattre. Donc il ne contamine pas ses voisins, je suppose. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la loi, donc il faut l'appliquer. Par contre, on peut moduler cette loi-là. Donc on peut abattre à 10 mètres autour d'un arbre, on peut abattre à 35 mètres autour d'un arbre, à 85 mètres autour d'un arbre. Elle a choisi dans un premier temps d'abattre à 85 mètres autour d'un arbre. Mais surtout, ce qui nous posait problème, c'est qu'elle a choisi d'abattre dans une période qui était interdite. Donc moi, j'étais même surpris que le préfet ne soit pas intervenu parce l'abattage s'est fait pendant la période de nidification, donc la période où les oiseaux ont des nids sur les arbres, donc c'est une période où on n'abat pas. Et en plus, par rapport au chancre, on abat normalement dans un moment où il n'y a pas de montée de sève, c'est-à-dire l'hiver. Donc là, on était au printemps, et au printemps, il y a eu cet abattage, donc on s'est opposé, on a demandé au maire de déplacer cet abattage pour le mettre à l'hiver suivant. Donc elle a refusé, et puis en plus, nous, on était quand même sur l'idée qu'on doit abattre les arbres qui sont dangereux, qui sont malades, mais abattre un arbre à droite, un arbre à gauche de ces arbres-là, mais pas dans un rayon de 85 mètres, et pas dans ces conditions, parce que les conditions étaient déplorables, et je pense que l'abattage a créé plus de contamination que si on ne les avait pas abattus, parce qu'il y avait de la sciure partout, il y avait des voitures qui roulaient sur la sciure, qui répandaient, les bouches d'égout étaient ouvertes, on sait très bien que ça se répand par l'eau, donc il y avait beaucoup de problèmes, et donc on a signalé ces problèmes-là, et on a donné notre avis, qui était simplement que cet abattage n'était pas fait ni dans les règles, ni au bon moment. Alors un divorce pour une raison comme celle-là, vu de loin, ça fait un peu cloche-merle quand même. Vous avez raison. Un petit peu, voilà. Ça fait pissotière de cloche-merle pour ceux qui connaissent l'histoire. Honnêtement, je pense que c'est un prétexte qu'a choisi le maire parce que le véritable point de dissension que nous avions avec le maire, c'était sur le tram. Elle était favorable au tram, elle était défavorable. Elle était défavorable au tram, pardon, et nous étions favorables. Mais en plus, on avait un accord, je vous ai dit qu'on avait un accord programmatique, un accord politique. Dans cet accord programmatique, on avait acté 2 points de désaccord, qui étaient le tram et la Léo. Donc c'était clair. Et je n'ai pas compris pourquoi elle a pris cette décision. Très bien, écoutez, on lui posera la question quand elle viendra sur RCF Vaucluse, elle aussi. Alors on rentre dans le vif du sujet avec la circulation, qui est un sujet de conversation récurrent chez les Avignonnais en ce moment, parce que la circulation s'est dégradée, la circulation en voiture, depuis quelques mois. Si vous arrivez comme maire d'Avignon, quelles mesures prendrez-vous vis-à-vis de ce plan de circulation ? D'abord, il y aura un adjoint à la circulation, parce que l'adjoint à la circulation, c'était moi. C'était moi. Ouais. Donc ça fait 5 ans qu'on n'a pas d'adjoint à la circulation à Avignon. Bon, c'est Madame L qui fait office de, je suppose. Voilà, donc si vous plaignez de la circulation, vous savez à qui vous plaindre. D'accord, mais en tout cas, vous nommerez un adjoint à la circulation, mais ça suffira peut-être pas forcément. Ça suffira pas. Quelle mission aura-t-il ? Alors, déjà, la première des choses, c'est que avant de faire un plan de circulation, il faut avoir des données. Il faut savoir d'où viennent les voitures, où elles vont, non seulement dans Avignon, mais dans le Grand Avignon. Donc, il faut un plan de circulation, ce que j'ai demandé moi, puisque je me suis occupé, donc je suis aussi également élu au Grand Avignon, et je me suis occupé du plan de déplacement urbain. Et dans le cadre du plan de déplacement urbain, le Grand Avignon a commandé une étude de circulation dont on aura prochainement les résultats. Donc on saura quels sont les flux, où ils vont et comment ça circule. Pour des mesures d'urgence qu'il faudra prendre sur Avignon, moi je ne vais pas du jour au lendemain changer le plan de circulation qu'elle a mis en place. Par contre, je souhaiterais que sur les couloirs de bus
qui sont actuellement interdits aux voitures, on puisse ouvrir ces couloirs de bus au covoiturage. C'est-à-dire que les voitures où il y a plus de 3 personnes dans la voiture pourront emprunter ces couloirs de bus. Vous croyez qu'on va pouvoir contrôler le respect de cette règle ? Vous savez, c'est la même chose qu'un feu rouge ou toute autre chose. Donc on le contrôlera moyennement, en fait. Mais cette mesure est appliquée par exemple à Paris et dans d'autres villes. Il y a des contrevenants qui utilisent des couloirs de bus alors qu'ils sont seuls dans la voiture. À ce moment-là, il y a un contrôle, ils sont verbalisés. Ils seront verbalisés. Voilà. Et au niveau à l'intérieur des remparts, cette rue Favard qui a une longue histoire, il y a eu une percée pour que l'Est puisse communiquer avec l'Ouest, sans jeu de mots. Oui, c'est ça. Ensuite, cette percée, elle était fermée maintenant. Certains veulent la réouvrir. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette partition qu'il y a entre ces deux parties du centre-ville ? Alors moi, dont le but était de limiter le nombre de voitures à l'intérieur des remparts. Alors le but est louable d'ailleurs du maire, était d'éviter qu'il y ait des voitures qui transitent simplement dans Avignon. C'était le cas de 35 000 véhicules par jour, je crois. C'est ce qu'elle donne comme chiffre. Je n'ai pas de preuve de ce chiffre-là. Le plan de circulation que vous avez évoqué à l'instant vous le dira sûrement. Exactement. Donc elle a évoqué ce chiffre-là. Je ne sais pas d'où elle le tient et s'il n'est pas un peu au pif. Mais en tout cas, moi je pense que ce qui est important dans le centre-ville, c'est de garder une certaine fluidité parce que avec le plan de circulation, donc cette percée Favard qui a été interdite, plus le nombre de bornes rétractables qui ont été introduites, fait qu'il y a une certaine congestion. Et les personnes ne veulent plus aller dans le centre-ville. Donc il y a un vrai problème et le centre-ville, pour beaucoup de commerçants, est en train de mourir. Donc moi je souhaite essayer de concilier les deux. À la fois comment empêcher les véhicules de traverser la ville tout en gardant une certaine fluidité. Et la solution que je préconise, c'est de faire respecter de façon stricte la réglementation. La réglementation, c'est que le centre-ville est un centre où il y a, on appelle ça les zones de rencontre. Une zone de rencontre, c'est une zone où les voitures sont tolérées et sont limitées à 20 km/h. Essayez de traverser le centre-ville à 20 km/h, vous verrez que vous n'en aurez pas envie. Par contre, à 20 km/h, on peut fluidifier et irriguer tout le centre-ville. Donc mon idée, c'est de bien que les automobilistes réalisent réellement, quand ils rentrent dans ces zones de rencontre, qu'ils rentrent dans un territoire très particulier où la voiture est tolérée. Donc on laisse la voiture, elle est tolérée, mais il y a une priorité qui est aux piétons et aux cyclistes. Et donc, vous vous donnerez les moyens de faire respecter ça aussi ? Tout à fait. Donc il y aura déjà un marquage au sol très particulier, donc une espèce de damier, un ralentisseur qui permettra, quand on rentrera, on se dira, là, on est choqué parce que c'est quelque chose de différent. Et après, pendant les 3 premiers mois, il y aura des agents qui expliqueront, qui arrêteront les automobilistes, il y aura des radars pédagogiques, donc quand on dépasse les 20 km/h, on sera arrêté. Quelqu'un vous donnera un petit papier en disant, voilà, là, pendant cette période-là, vous êtes en période d'apprentissage, on est en train de changer les règles en ville, mais attention, dans 3 mois, vous serez verbalisé. Et je suis sûr qu'on peut arriver à éduquer les automobilistes. Donc je retiens 3 points dans l'amélioration de la circulation, autorisation aux gens qui font du covoiturage de prendre les couloirs de bus, oui. Une attente d'un plan de circulation et puis une matérialisation plus concrète des zones de rencontre où tout le monde pourra circuler à vitesse réduite et dans la convivialité, c'est ça ? C'est exactement ça. Par contre, vous avez une mesure supplémentaire dont vous parlez beaucoup, qui concerne les transports publics et en particulier leurs tarifs. Vous vous préparez à une mini-révolution sur les tarifs ? La même révolution que quand l'école est devenue gratuite, par exemple. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc c'est une révolution de société. Donc effectivement, nous souhaitons instaurer la gratuité des transports en commun. C'est pas une mesure qui sera originale parce qu'il y a une trentaine de villes qui l'ont mis en France et depuis plus de 30 ans pour certaines. C'est 30 villes sur 30 000, hein. C'est 30 villes sur 30 000, c'est ça. Mais dans certaines très grosses, puisque Dunkerque, par exemple, qui est la dernière, est une très grande ville qui a mis en place cette gratuité. On ne peut pas la mettre en place partout. On peut la mettre en place quand les conditions sont réalisées. Et je pense qu'elles le sont à Avignon. Les conditions, c'est qu'on a des transports en commun qui circulent bien souvent à vide. Donc on paye un service avec des transports en commun qui circulent à vide. Peu de personnes qui utilisent les transports en commun et une part qui représente les tickets qui est très faible. À Avignon, la part qui est représentée par les tickets, c'est 15%. Donc sur l'ensemble... 15% du coût du transport ? Exactement. Donc 85% c'est financé par le versement transport, donc qui est une taxe payée par les entreprises qui ont plus de 11 employés. Et les 15% sont payés par les tickets. Mais il faut savoir qu'on est dans une période très particulière. Fin 2020, on va devoir choisir entre continuer de faire exécuter ce service par un délégataire, actuellement Transdev, ou passer en contrôle direct, soit en régie, soit en SPL.
Donc régie, ça veut dire que ce sont les chauffeurs de tram seront des salariés du Grand Avignon, par exemple. Exactement, comme à Marseille, la régie des transports marseillais. Voilà, donc on pourrait avoir une régie des transports vauclusiens. Donc c'est un peu une remunicipalisation, ou une grande municipalisation des transports en commun. Exactement. Parce que moi, les chiffres que j'ai, c'est qu'actuellement, les tickets représentent sur les 25 millions environ 4,5 millions, 5 millions suivant les années. Sur ces 4,5 millions, il y a 1 million qui représente le dividende versé aux actionnaires de la société. Il y a environ 500 à 900 000 euros qui sont des frais de siège. Et il y aurait la possibilité, si on passe en régie, d'avoir des économies par rapport à la taxe qui est sur le personnel. Donc on aurait environ 2,5 millions sur les 5 millions qui ne seraient pas payés si on passe d'un délégataire de service public à une régie. Il reste 2,5 millions à financer. 2,5 millions, ça paraît beaucoup, mais quand on compare au budget du Grand Avignon qui est de plus de 300 millions d'euros, ça fait 1%. 1% du budget, moi je me fais fort de faire des économies dans d'autres endroits pour pouvoir financer cette gratuité. C'est-à-dire que pour financer ça, donc vous n'alourdirez pas les taxes des uns ou des autres. Vous ferez des économies quelque part pour le financer. Par contre, sur le principe, tout ce qui est gratuit est en général considéré comme étant d'une qualité médiocre ou pas important ou dérisoire. N'ayez pas peur que les gens qui empruntent les transports en commun fassent pas attention au siège, que ça se dégrade rapidement parce que c'est gratuit, donc on s'en fout. Ben, c'est exactement l'inverse. Et puis en plus, Avignon... Pourquoi c'est l'inverse ? On a l'expérience à Avignon. Mais c'est pas gratuit. Mais bien sûr que si. Vous avez 2 lignes où c'est gratuit. La ligne entre le parking des Italiens... Ah oui, les navettes, oui. Ah, c'est très court. C'est près de 20% de tout le trafic qui est fait sur ces navettes-là. Donc on a l'expérience. Et au contraire, on s'aperçoit que sur ces navettes, il y a moins d'incivilité, moins de dégradation. Donc, et puis, bon, là je m'appuie sur les 2 exemples qu'on a sur Avignon, mais je m'appuie aussi sur les autres villes. Et à chaque fois qu'on a mis la gratuité des transports en commun, non seulement il y avait moins d'incivilité et moins de dégradation parce qu'il y a plus de personnes dans le bus. Et donc à ce moment-là, il y a une espèce de contrôle social qui s'instaure et on ne fait pas ce qu'on peut faire quand il n'y a pas beaucoup de monde dans un bus, on ne le fait pas quand il y a beaucoup de monde. Alors, je pense que vous êtes le seul aujourd'hui à proposer la gratuité des transports. On peut dire que c'est donc la marque de fabrique de l'écologie. C'est une des marques. C'est une des marques. Alors justement, ça anticipe la question que j'allais vous poser. Quels sont les autres changements, les autres bienfaits que des gens comme vous qui portent une liste environnementale vont apporter aux Avignonnais ? Alors, on a un autre marqueur, c'est par rapport à notre position sur la rocade. Donc nous souhaitons limiter le transit des poids lourds sur la rocade. Mais comment vous allez faire ? Parce que jusqu'à présent, tous les arrêtés municipaux qui ont été pris sur le sujet ont été annulés par le préfet. Alors ça n'a été fait que 2 fois. La première fois, c'était par Marie-Josée Roig, mais c'était une provocation, elle a interdit voilà, sans aucune raison. La deuxième était déjà beaucoup plus argumentée par Cécile L, parce que j'avais préparé le dossier en tant qu'adjoint à la circulation, et on lui avait donné cette étude qui montre que sur la rocade, sur le territoire, il y a 150 décès prématurés par an dus à la pollution de l'air. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on est dans un territoire qui est extrêmement pollué au regard de la qualité de l'air. Bon, on se rend compte, il suffit de l'emprunter avec les embouteillages qu'il y a sur la rocade pour imaginer que les gens respirent un air quand même vicié. C'est pas évident. Voilà, mais on est à un point tel que on fait partie des zones en France où on paye des amendes à l'Europe parce qu'on ne respecte pas les normes européennes. Donc on est vraiment dans une situation très particulière. Mais comment on peut détourner le trafic ? Parce qu'il n'y a pas de voie de délestage aujourd'hui. Moi déjà je propose qu'on ne laisse transiter les camions que les camions qui ont une vignette critère, parce qu'on dispose maintenant d'un outil dont on ne disposait pas précédemment, cette vignette critère. Donc les véhicules qui ont une vignette critère jusqu'à 2, c'est-à-dire jusqu'au nouveau diesel, on va dire, pourront transiter. C'est environ 40% du trafic en moins, mais surtout, on élimine les véhicules les plus polluants. Donc les véhicules qui transiteront sont des véhicules pas totalement propres, mais en tout cas plus propres que ceux qu'on a actuellement. Donc ça, c'est la première mesure. Après, quelle est la solution de délestage, on va dire, pour ne pas aller sur cette rocade ? Nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit par différentes mesures. La première étant par le nord des Bouches-du-Rhône. Vous savez que très prochainement, on va relier la première tranche de la Léo, la liaison est-ouest, au réseau existant du nord des Bouches-du-Rhône, en faisant ce petit tronçon qui va éviter de passer... Quand on dit très prochainement, c'est quand même quelques années. Non, cette année. Les travaux vont démarrer en 2020. Les travaux commencent là actuellement. Donc d'ici à 1 an à peu près, on aura le raccordement par le petit contournement de Rognona, 1,5 km, et on sera relié aux routes existantes du nord des Bouches-du-Rhône.
Ces routes existantes, il faut savoir qu'elles sont calibrées pour les poids lourds, puisqu'elles sont calibrées pour le mine, le marché d'intérêt national, qui est à Château-Renard. Donc, c'est tout à fait calibré et on peut y passer. Évidemment, je comprends que les gens de Château-Renard se disent on va pas nous absorber toute cette circulation. Mais ce que j'ai été voir le préfet, on en a parlé, et les poids lourds qui veulent rejoindre l'autoroute A7 à l'autoroute A9 n'ont pas vocation à passer par une route départementale ou une route nationale. Les autoroutes, c'est fait pour ça. Quand on veut rejoindre l'autoroute A7 à l'autoroute A9, il y a deux possibilités. Soit on passe par Arles, soit on passe par Orange. La seule difficulté à Orange, c'est qu'il faut sortir d'Orange pour rentrer. Donc, on a proposé qu'il y ait une toute petite bretelle qui relie l'autoroute A7 à l'autoroute A9. Et donc, c'est à discuter, évidemment. Donc là, vous espérez pouvoir soulager la rocade de l'air vicié qui le respire en ce moment. Plus que soulager, ce sera pour nous une action importante et énergique. Et est-ce que vous envisagez de faire quelque chose sur la distribution de l'eau, qui est une longue polémique à Avignon? L'eau aujourd'hui est dans le secteur privé, au même titre que vous envisagez de passer les transports en commun à une régie collective, on va dire. Est-ce que pour l'eau, vous comptez faire pareil? Alors pour l'eau, c'est impossible. Maintenant, les contrats ont été signés, ils sont signés pour de longues périodes, donc on ne pourra pas remettre en question les contrats. Par contre, il faut savoir que mon collègue Olivier Gros et moi-même, nous avons été très très impliqués. Donc au départ, nous étions favorables au passage en régie. Donc on a fait campagne pour le passage en régie, et malheureusement, le conseil communautaire a décidé autrement. Une fois qu'il avait décidé autrement, on a tout fait avec le délégataire pour que ce qu'on aurait souhaité avoir en régie puisse être fait dans le cas d'un délégataire, et je pense que pour 80%, nous y sommes arrivés. Donc tout va bien du côté de l'eau. On s'arrête un instant, Jean-Pierre Cervantes, et on reprend dans quelques secondes. RCF, émission spéciale, élection municipale. Alors on se retrouve sur RCF Vaucluse avec Jean-Pierre Cervantes qui présente une liste aux élections municipales, liste écologique, sociale et solidaire. Alors on vient de parler des solutions qu'il compte apporter aux problèmes de transport à Avignon. On vient de parler aussi des actions qu'il envisage de mettre en œuvre vis-à-vis de l'environnement pour assainir un peu l'air de la rocade en délestant une partie de sa circulation. On vient de parler de l'eau. Parlons un petit peu du social aussi, Jean-Pierre Cervantes, parce que vous n'allez pas faire que de l'environnement, et puis il y a l'environnement intégral qui comprend le social. Avignon est la 5e ville la plus pauvre de France. Comment allez-vous organiser la solidarité vis-à-vis des Avignonnais les plus démunis vis-à-vis de leur accès à la culture, au sport, à la santé? Alors, comme vous l'avez dit, notre liste s'appelle Avignon écologique, social et solidaire. Donc forcément, on a des mesures sociales. Forcément. La mesure emblématique au niveau du social, c'est la gratuité des cantines. Non, des cantines, pardon. La gratuité non, parce que justement, vous prévoyez la gratuité des cantines. La gratuité des cantines pour les enfants dont les familles sont en dessous du seuil de pauvreté. Qui est de 1 000 € par mois à peu près. Non, c'est le seuil de pauvreté. Ah oui, pardon, oui, voilà. Oui, pas le prix de la cantine. Voilà, c'est ça. Ce serait plus une cantine. C'est ça, soyons clairs. Oui, donc, d'après nos informations, c'est environ une famille sur deux qui est concernée, parce que Avignon est une ville très très pauvre. Donc, une famille sur deux serait concernée par cette mesure-là. C'est pas beaucoup actuellement, c'est 1 € par jour, mais 1 € pour ces familles-là, c'est important. Par contre, nous estimons que nous avons ce devoir de solidarité et que nous sommes en mesure financièrement de pouvoir assumer cette solidarité. Et là aussi, vous allez devoir faire des économies pour prendre en charge le transport gratuit. Vous allez devoir aussi faire encore des économies pour assurer la cantine gratuite. Alors, c'est deux budgets différents. Hein. Le premier est le budget de la ville, le deuxième est le budget du Grand Avignon. D'accord, mais c'est encore une idée des économies à faire quelque part. Hein. Il faut trouver les idées d'économies pérennes. Alors, la politique, c'est faire des choix. Et notre choix sera effectivement de financer cette solidarité. Ça sera au détriment de quoi alors ? Il y a beaucoup de possibilités, mais ne serait-ce qu'actuellement, l'argent qu'on met sur les routes, à chaque fois qu'on fait un rond-point ou qu'on fait une place, c'est 2-3 millions d'euros. Donc il y a eu 150 millions d'euros sur les 6 ans. Donc on va pouvoir, nous on n'a pas cette ambition, de refaire des places, on n'a pas cette ambition de refaire des ronds-points. Donc on va utiliser l'argent pour le quotidien. Les cantines scolaires, des petites choses comme mettre des toilettes publiques, rénover des parcs, mettre des voiles d'ombrage, donc des choses qui vont améliorer le quotidien des Avignonnais. Tout ça dans un contexte de baisse de taxes d'habitation, pour l'instant compensée par l'État, mais cette compensation est-elle pérenne quand il y aura des changements de gouvernement, on ne sait pas. Ça vous effraie pas ça ?
Non, ça ne m'effraie pas parce que je vois actuellement le budget est équilibré. On arrive à dégager des sommes importantes. On a réussi à dégager de quoi construire une nouvelle piscine. Donc, on arrive quand même à dégager des sommes importantes et moi, je ne me fais pas de soucis. D'autant que j'espère pouvoir redonner un certain dynamisme à Avignon avec le fait d'avoir Avignon éco-cité, qui fera qu'un certain nombre d'investisseurs auront envie, parce qu'il y aura une qualité de vie, de venir s'installer et donc d'apporter une certaine richesse sur la ville, richesse qui va nous permettre de réduire la fracture sociale. Parlons un petit peu patrimoine religieux ou activité religieuse. On est à RCF, hein, évidemment, c'est notre fonds de commerce, si je puis dire. Hein. Quelle attitude aurez-vous vis-à-vis des demandes de paroisses sur des autorisations de procession à faire, voire des demandes pour assurer la sécurité de ces processions, de prêt de matériel? Est-ce que vous serez d'un laïcisme pur et dur en disant chaque religion se débrouille avec ses propres moyens, c'est pas le problème de la municipalité, ou au contraire, vous serez très ouvert pour aider toutes les religions, pas que la religion chrétienne d'ailleurs? Nous, à partir du moment où une procession ou une manifestation se déroule dans le cadre républicain et où il n'y a pas de problème d'ordre public, on accompagnera évidemment toutes ces demandes. Et l'entretien du patrimoine religieux, parce que vous savez que les églises qui ont été construites avant 1905 sont à la charge de la municipalité, c'est quelque chose sur lequel vous seriez prêt à faire des économies pour, par exemple, financer vos mesures sur la cantine et sur les transports, ou au contraire, vous considérez que c'est du devoir de la municipalité d'entretenir ces monuments? Alors, je vous avoue ne pas avoir réfléchi spécifiquement à la question, mais il n'y a pas de raison pour moi, au jour d'aujourd'hui, de changer la politique qui était en place. Question un peu plus pratique, dans votre liste, vous êtes entouré de quel type de personnalité? De qui vous êtes-vous entouré? De personnes fantastiques. Ouais, j'imagine. À votre image, je suppose. Voilà. Soyons modestes jusqu'au bout. Non, mais je veux dire, on a vraiment une liste qui représente la société. On a des personnes qui sont jardiniers, on a des personnes qui sont avocats, des médecins, des dentistes, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Et puis justement, cette liste a une originalité, c'est que ce n'est pas une liste où il n'y en a que des gens d'Europe Écologie Les Verts ou des gens de l'Alliance écologiste ou des gens d'Urgence Écologie. On a des personnes qui vont du centre jusqu'à la gauche. Et on avait décidé d'avoir justement que l'écologie est une valeur qui est au-dessus des clivages politiques traditionnels. Parce que je pense que la société actuellement réalise le besoin qu'il y a de changer de mode de vie. Et on a réussi, ici à Avignon, à avoir ces personnes-là qui se disent autour d'un projet, unissons-nous pour essayer de changer les choses à Avignon. Et alors, s'il nous reste 2 minutes, parlons de l'homme Jean-Pierre Cervantes. C'est quoi vos hobbies? C'est quoi vos livres préférés ou vos passe-temps? Alors, en ce moment, c'est la campagne électorale. Mais en ce moment, je n'ai aucun passe-temps. En période normale, c'est quoi? En période normale, moi, j'adore me promener. J'ai un chien. Je fais énormément de balades tous les jours sur la Barthelasse. J'habite la Barthelasse avec mon chien. Je suis un joueur de tennis. J'aime bien la montagne. Et quoi d'autre? Je peins. Je joue de la guitare. Vous ressemblez à un écolo, quoi, un peu, hein, quand même. C'est ça, un petit peu, c'est ça. Ça tombe bien, hein, Pas ça étonnant. tombe bien. Merci Jean-Pierre Cervantes d'être venu sur RCF Vaucluse nous présenter le programme de votre liste écologique, sociale et solidaire. On vous souhaite, comme à tous les autres candidats d'ailleurs, une bonne campagne. Merci.